Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission d'Inside Foot Live. Comme à votre habitude, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux qui s'affichent sur le bordereau en bas de votre écran. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé. Nous parlerons de Parme, le club mythique qui est sur le point d'être racheté par le Qatar. On enchaînera aussi sur le PSG Saint-Etienne de ce soir en Coupe de France, avec le retour des deux équipes en compétition officielle. On aura aussi, par la même occasion, Claude Puel qui a confirmé que Wabi Kazri serait bien stéphanois l'année prochaine. Et pour terminer, on parlera comme d'habitude, vous le savez, le point mercato pour terminer la semaine avec pas mal d'infos qui font le buzz aujourd'hui. Avec moi pour cette émission, on aura Juan José. Comment tu vas, Juan José? Hola, buenas tardes. Muy bien, Abdel. Ça Très va? bien. T'es en forme? En pleine forme, on a gagné la Ligue. Oui, alors tu parles. Pas faux. Et on aura Monsieur Stéphane Chiki. Oui, Abdel, toujours là, en forme, en forme. C'est vendredi, avec la famille, comme tous les vendredis, ça fait plaisir. Ok, on est content d'avoir cette petite équipe. Juste avant de parler de ces sujets-là, on a la question du jour. Alors la question du jour, c'est quel club a remporté le Scudetto lors de l'année 2010-2011? Soit c'est le dernier club à avoir remporté un titre avant la Juventus. Donc répondez à cette question-là et on indiquera le vainqueur sur la page Instagram. Et regardez encore une fois sur les réseaux, abonnez-vous, n'hésitez pas. Alors messieurs, avant de parler de Parme et de son rachat, on va parler de la Juventus qui piétine un petit peu et qui voit son titre retardé hier avec une défaite 2-1 face à l'Udinese. Alors, comment vous voyez la chose? Parce que on a l'impression que à chaque fois qu'ils gagnent en ce moment, ils se font rattraper. Donc, Juan José, comment tu vois ça? Tu vois une Juve inquiétante? Comment ça se passe? Alors, on a déjà parlé de la Juve dans cette émission à plusieurs reprises. Je me rappelle à un moment donné, quand il restait encore 9 matchs, on disait, ouais, bah, il y a encore 9 matchs, ils ont de la marche. Bah non, je disais, pas tellement 9 matchs, ça donne pour beaucoup. Là, on est à 3 matchs de la fin, et effectivement, ils ne sont qu'à 6 points. Et il y a cette défaite, entre guillemets, inquiétante. Forcément, elle est inquiétante, parce que quand tu veux prétendre gagner le Scudetto, la Serie A, effectivement, te faire avoir par Udinese, ça la fout mal, excusez-moi de cette expression. Mais il est vrai aussi que quand il reste que 3 matchs pour la Serie A, pour avoir les Scudetto, et 6 points d'avance, on pourrait dire que ce faux pas qui a été donné hier par la Juventus ne va pas se répéter et donc dans quelques jours. Cela dit, attention, parce que aujourd'hui il y a quand même un match important, c'est Milan-Atalanta. Si Atalanta-Bene a gagné aujourd'hui, effectivement, ça serait plus 6 points d'avance, mais 3 en fait, juste pour la Juventus. Donc je pense qu'ils vont assurer dimanche prochain le titre parce qu'ils n'ont qu'à battre effectivement dimanche son adversaire pour être champion d'Italie. Mais cela dit, restons quand même un petit peu prudents et permettez-moi quand même de vous dire que c'est important de voir gagner une 8e fois pour la Juve. Mais ce que je veux voir dans ces 3 prochaines journées, c'est de savoir si Ronaldo va être le soulier d'or ou pas de ce championnat, puisque aujourd'hui il est juste derrière Immobile. Un but d'avance pour Immobile. Stéphane, justement, pour compléter ce que Juan José a dit, est-ce qu'on peut voir aussi avec Sarri des joueurs qui ont du mal à accrocher à son discours? Comment tu vois la chose? Et juste, si on peut se projeter un petit peu, pas seulement sur le championnat, mais sur cette Ligue des Champions qui arrive face notamment à notre club français, Lyon. Comment tu vois la chose, toi? Bah sur la Juve, bah moi je partage évidemment l'analyse de Juan José. Mais depuis le début de la saison, j'ose le dire, la Juve est une équipe vieillissante. Quand on regarde derrière des joueurs comme Chiellini, c'est des joueurs qui ont la force de leur carrière est derrière eux. Même Ronaldo, malgré la performance qu'il a encore aujourd'hui, le meilleur de sa carrière est derrière lui. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal, et je pense que avec Sarri, la mayonnaise n'a jamais pris. Donc ils ont eu de plus en plus de défaites, ils ont vraiment beaucoup de mal derrière. Le match, pour moi, qui symbolise ça, c'est le match du Milan AC, où ils mènent 2-0 et ils perdent 4-2. Donc ça montre que derrière, ils sont très friables, et devant, ils sont aussi moins efficaces qu'avant. Mais je rebondis dessus en te disant que finalement, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, parce que moi je trouve que c'est une opportunité en or pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui avait déjà battu la Juve au match aller, alors que c'était la Juve, à un mois, elle était encore en pleine possession de ses moyens. Le fait qu'elle soit en difficulté comme ça aujourd'hui et que ça se joue sur un seul match, ils ont toutes leurs chances, donc c'est une bonne chose. Mais moi je pense que la Juve sera championne d'Italie quand même. Ça marche.
On a Mourad qui est avec nous, qui nous a rejoint. Mourad, tu vas bien? Ça va très bien et toi Abdel, comment tu vas? Très bien, également, oui. On Super. parle de la Juventus. Juan José a dit que, attention, il y a que 6 points d'écart. On parlait de la Ligue des Champions avec Stéphane. Toi, qu'est-ce que tu en penses? On a l'impression, quand on parle de cette Juventus, qui est friable derrière, alors que c'est un de ses points forts. Et on a l'impression que c'est une équipe devenue limite moyenne, alors qu'on a ramené Sarri pour que le niveau de jeu soit meilleur, même si on savait qu'il allait remporter des titres. Toi, c'est quoi ton point de vue sur cette Juventus de Turin? Moi, mon point de vue sur la Juve, je pense que en cas de 9e Scudetto, je pense que c'est le 9e Scudetto et non pas le 8e, je suis pas sûr à vérifier. Je pense que c'est plus le Napoli, l'Inter, la Lazio qui n'ont pas gagné le championnat. Tu vois, donc il y avait un boulevard et on a l'impression que ces équipes-là n'ont pas voulu le gagner. Concernant l'apport de Sarri, moi j'ai l'impression qu'il a rien apporté à la Juventus. Contrairement à Antonio Conte qui est en train de changer l'Inter, contrairement à Naples avec Gattuso, etc. Donc moi je pense aussi que la Juve, voilà, elle patine un peu avec Sarri, et je pense que le championnat n'est pas fini. On a vu la déconvenue face à l'Udinese, il reste 2 matchs. L'Atalanta aussi a l'opportunité de les rattraper en cas de 2 déconvenues de la Juventus. Il faut 2, oui. Il faut 2 déconvenues et c'est possible. En témoigne le match face à l'Udinese. Et avec un meilleur goal average, avec une meilleure différence de but, je pense que l'Atalanta, elle a toutes ses chances et elle a le devoir justement de croire au titre. La seule chance, c'est que même avec une victoire de l'Atalanta qui joue quand même face à Milan à l'extérieur, Ouais. Atalanta serait à 3 points, mais effectivement dimanche, la Juve va jouer la Sampdoria, donc qui n'est pas non plus aujourd'hui la meilleure équipe du championnat italien. Donc ils vont pas jouer un quart d'heure de la Serie A. On sait aussi bien. Ils reçoivent la Roma aussi. Voilà, donc Ouais. mais effectivement pour eux une victoire effectivement la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, serait synonyme des Scudetto. Bien sûr. Et ils ont cet avantage-là, c'est justement que c'est la Sampdoria qui est derrière. Mais même s'il y a encore un tout petit peu de doute par rapport à qui va gagner les Scudetto, de toute façon, on connaît déjà les 4 équipes italiennes qui vont jouer la Champions League, puisque maintenant, l'intérêt, hormis le duel immobilier Cristiano Ronaldo, est de savoir si Naples va ou pas accrocher l'Europa League. C'est pour le 5e, 6e et 7e où vraiment l'intérêt de la Serie A est les plus Il y a le Milan AC aussi, post-confinement, qui a fait un parcours incroyable. Le Milan AC sont premiers là sur la reprise, donc c'est exactement. un mais qui sont 6e. Justement, qui bien sont sûr, 6e, bien sûr. mais ils sont juste à 3 points devant Naples. Ouais. Donc voilà, c'est là où ça se joue. Parce que laisser dehors des championnats. Et c'est pour ça que le match de ce soir entre Milan AC et Atalanta ou est Naples, un grand ou la match. Roma, ou Milan AC, c'est quand même des Ouais. grosses écuries. Ça serait déconvenu pour n'importe qui de ces 3 équipes-là. Messieurs, il y a Alison qui nous a rejoint. On va dire la touche féminine de l'émission. Alison, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Et vous, d'ailleurs On parle de la Juventus. D'autres trouvent qu'elle est malade, d'autres pensent que ça va être compliqué aussi pour la Ligue des Champions, même si pour le titre, ils ont encore un petit matelas. Toi, qu'est-ce que tu penses de la Juventus cette année? Sarri, ton point de vue, comment tu vois les choses? Sarri, c'est difficile avec la Juve. Hein. C'est un entraîneur qui, pour moi en tout cas, l'effectif de la Juventus, ou en tout cas l'Italie, ne lui convient pas tout à fait. C'est une Juve depuis la reprise qui patine, hein. Une Juventus qui perd beaucoup, qui lâche énormément de points. Je vous ai entendu dire que pour le titre, ça va être difficile, ou qu'il y a un petit matelas ou quelque chose comme ça. C'est quasiment acquis. Le concurrent direct, c'est l'Atalanta. Ce qui se fait en Italie, c'est pas la différence de but, mais c'est les confrontations directes. Et sur les confrontations directes, la Juve l'a emporté et ensuite a fait match nul. Donc même si l'Atalanta rejoint la Juve, ce qui pourrait se produire en la dernière journée, la Juve devrait quand même être sacrée championne. On voulait mettre un peu de suspense. Donc voilà. Donc je rétablis l'ordre, débat. j'arrive. Voilà. Au moins, j'éclaircis les choses. On a parlé du championnat, même si c'est pratiquement acquis. On aime vouloir débattre sur le fait qu'ils sont un peu malades, donc il y a une potentialité pour qu'ils se fassent rattraper ou qu'ils fassent un faux pas. J'aimerais juste qu'on jette un œil sur la Ligue des Champions. Je fais un tour rapide. Est-ce que vous pensez que la Juve va se qualifier tout d'abord face à Lyon, Stéphane? Non. Oui. Oui. Sans aucun doute. Non? On va commencer avec toi. Bah parce que déjà Lyon a un avantage à domicile, d'avoir déjà mis ce but-là, de pas avoir pris de but, c'est important dans les confrontations. Ensuite,
Pour moi, sur un seul match, tout se joue. Donc, il suffit juste que Lyon fasse un match nul ou que Lyon mette un but à l'extérieur. Même un partout, ils sont qualifiés. Et quand on voit le niveau de la Juventus en ce moment, qui patine avec une défense quand même très fébrile et des cadres en difficulté, franchement, je sais qu'on dit comparaison n'est pas raison, mais si vous regardez le match d'Udinese, qui semblerait être une équipe moins forte que l'Olympique Lyonnais, a pu arriver dans ses motifs d'espoir, même si c'est pas parce qu'Udinese a gagné que Lyon peut gagner. Mais voilà, et puis Lyon a aussi des cadres qui ont été blessés, d'autres on a annoncé la saison terminée, Jeffrey Nanaïd, Memphis Depay, qui sont de retour là et qui vont se préparer pour être à leur meilleur niveau. Donc, et c'est peut-être la dernière chance à Lyon de faire quelque chose sur une compétition européenne, puisque l'année prochaine ils n'iront pas. C'est vrai. Mourad, c'était un oui sorti du cœur là. Ben, en fait, je regarde les faits. La Juventus à domicile, je pense que cette saison, ils sont en championnat. Hein. On ne parle pas de la Ligue des Champions, je pense qu'ils sont invaincus, en tout cas. Et aussi, je pense à la philosophie en mode Atalanta. Marquer plus et encaisser moins. Donc je pense qu'ils sont dans cette optique-là. Compte tenu du fait qu'ils savent qu'ils ont des problèmes en défense, mais ils ont aussi de gros atouts offensifs, je pense qu'ils vont jouer leurs atouts offensifs face à Lyon et essayer de marquer plus au moins que ce qu'ils n'encaissent. Mais tu sais que 2-1 pour la Juve, c'est Lyon qui est qualifié. Hein. Bien sûr. Oui. Donc même s'ils marquent plus, mais quand c'est pas forcément la Juve qui est quand t'as des qualifiée. Cristiano Ronaldo, Dybala, des Higuaín qui peuvent entrer, etc., je pense que tu peux prétendre à marquer plus que 2 buts contre Lyon. Alisson, après Juan José, on termine avec toi. Alors oui, la Juventus c'est quand même une grosse équipe, ça va faire le dos rond. En Ligue des Champions, on a Monsieur Ligue des Champions, Champions League, on a Cristiano Ronaldo. Je pense pas que pour l'ego de Monsieur Ronaldo se faire éliminer par Lyon dans ces conditions en plus, ça serait bienvenu. Donc pour Lyon en tout cas, ça va passer, mais après, je garantis rien. Juan José. Alors, pourquoi la Juventus va se qualifier? Déjà parce que, comme disait Mourad, il faut juste regarder comment ça se passe. Bon, la valeur intrinsèque des deux équipes, elle est forcément favorable à la Juve. Déjà. Puis la Juve, même si elle est fatiguée, c'est vrai qu'elle a repris le championnat, même si elle est fatiguée, si elle est championne d'Italie dimanche prochain, elle a jusqu'au 8-9 août pour laisser ses principaux joueurs au repos et les récupérer. Donc d'abord l'intérêt, c'est de gagner dimanche, avoir le championnat en poche et puis commencer à penser à Lyon. Et la Juve en mode Champions League n'a rien à voir avec la Juve en Serie A, comme le Barça en Liga n'a rien à voir après avec un Barça en Champions League. Ce sont des choses complètement différentes et les joueurs aujourd'hui sont programmés pour cette Champions League et ils savent que la finale c'est le 23 août. Et dans d'autres conditions, j'aurais fait pencher la balance pour Lyon. Hein. On a vu très beau match aller de mener de bout en bout avec la manière, mais là, même si Lyon récupère ses cadres, Memphis Depay, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué à court d'Euro. Non, mais quand même, Ligue des Champions, rentrer en Ligue des Champions, alors que on n'a pas tout à fait beaucoup de matchs dans les pattes, c'est compliqué. Il y a l'aspect Personne compétitif. n'a beaucoup de matchs dans les pattes, puisqu'on vient de passer 3 mois sans jouer. Hein. Non, mais bien sûr, mais on a On conclut avec Mourad. On a l'impression- Oui. on a l'impression qu'il y a l'aspect compétitif qui penche plus pour la Juventus, puisque la Serie A a repris de plein fouet depuis quelques semaines, alors que la Ligue 1, voilà, on est sur quelques matchs amicaux. Moi j'ai regarder un des matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais face aux Glasgow Rangers, versus les matchs en championnat qu'on voit de la Juventus. Il y a une grosse différence d'intensité. Donc je pense que la Juventus est déjà en meilleure faveur pour affronter ce match. Merci Mourad. Avant de passer au deuxième sujet concernant le club de Parme qui va se faire soi-disant racheter par les Qataris, on a le quiz de la semaine. Donc la question pour le quiz de la semaine, c'est à quand remonte le dernier titre de Saint-Etienne en Coupe de France? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Le lot, c'est un restaurant pour 2 personnes au restaurant de la gare à Lyon. Donc voilà, si vous avez la C'est réponse. un bouchon lyonnais ou c'est un restaurant classique? Non, je sais pas. Je pense que c'est de la D'accord. bonne Faudrait se gastronomie. à renseigner, Lyon. je pense. Tu peux envoyer quelqu'un participer pour toi, moi. Ok, pas de Donc souci. voilà, n'hésitez pas. Voilà. Pour le second sujet, donc, on parle de Parme, qui apparemment est sur le point d'être acheté par le Qatar. Ma question, c'est, on voit de plus en plus pour parler à chaque fois avec des clubs, on ne sait pas si ça va se faire, s'ils le font parce qu'il y a un réel intérêt sportif, s'ils ont envie de se faire un petit kiff avec de l'argent et en gros dire j'ai mon club. Comment vous voyez la chose, Juan José? Alors, intérêt sportif pour le Qatar, je pense pas, aucun.
c'est juste de la diplomatie sportive, puisque c'est le terme qu'on utilise depuis un certain nombre d'années, c'est la diplomatie sportive. Alors pourquoi s'intéresser à Parme, qui est 10e du championnat italien? Bah déjà parce que il y a le nom derrière, parce qu'on a connu des heures beaucoup plus glorieuses pour Parma, mais aussi en même temps parce que c'est plus facile de l'acheter aujourd'hui. Et puis les Qataris, depuis l'expérience PSG, ils savent parfaitement effectivement que ça sert de pouvoir s'implanter dans des championnats. Ils l'ont fait avec Paris et ils vont le faire en Italie, mais ils n'ont rien découvert. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai listé le conducteur tout à l'heure, j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, ben, il y a Messeline qui a acheté à Valence, on a des Saoudiens qui ont acheté Malaga, on a des Chinois qui ont investi à l'Atlético de Madrid. Ça, c'est la politique aujourd'hui, c'est la politique sportive, la diplomatie sportive. Donc, l'intérêt sportif, il n'y en a aucun. C'est un intérêt strictement diplomatique, et puis c'est une façon de mettre ses pions en Europe et de pouvoir effectivement utiliser ce premier pas pour aller un peu plus loin dans le futur. Mais le problème, c'est que s'il continue à acheter des clubs, vous savez qu'après, un même investisseur n'a pas le droit d'avoir deux clubs ensemble en Champions League, par exemple. Donc, il y a des problèmes qui vont arriver par la suite. Mourad, je vois que tu veux réagir. Ouais, moi déjà, alors, indépendamment de tout ça, déjà je trouve ça assez drôle en fait qu'un conglomérat qatari rachète un club dont la spécialité de la ville est le jambon. Ah, je rigole. Donc, ça, indépendamment de tout ça. Bien. J'étais obligé de la placer. J'étais obligé de la placer. Tu l'as préparé. Hein. J'étais obligé de la placer. Du coup, non. Pour en revenir au conglomérat qatari qui a investi à Parme, je pense que j'ai l'impression que c'est un projet qui est propre en fait sur le long terme. Quand on fait la comparaison avec un de nos clubs ici en Ligue 1, l'Olympique de Marseille, on voit la manière dont ça s'est déroulé. On a l'impression qu'avec Parme, ça se déroule très très bien. Oui, il y a eu un communiqué. Pas des Qataris, hein, c'est les Américains à Marseille. Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a les Américains en place et derrière, il y a un fonds entre guillemets saoudien qui est sur le point de racheter, a priori entre guillemets, a des pourparlers pour acheter le club. La manière dont ça s'est fait avec Parme, d'un point de vue médiatique, c'est très propre. C'est Sky Italia. Ça parle à travers la presse, un projet sur 5 ans où ils envisagent de racheter, je crois, 51% des parts, ce qui équivaut à 65 millions d'euros. Donc on sait même combien le club vaut exactement, alors qu'en France, l'Olympique de Marseille, on sait même pas exactement ce qu'il vaut. Là, on sait que c'est 51% des parts à 65 millions d'euros, donc c'est un club qui vaut aux alentours de 130 millions d'euros. Donc, on a l'impression que les choses se font assez bien. On a même aussi, je pense que les administrateurs actuels du club et les propriétaires actuels du club font partie du plan sur les 5 prochaines années. Donc, il y a une transition qui se fait. On a l'impression que ça se fait de manière très très propre, juste pour faire le parallèle avec l'Olympique de Marseille. Juste pour ça, moi, je pense que c'est pas mal. Avant d'avoir l'avis de Stéphane et d'Alison, on va juste marquer une petite page de pub et on revient tout de suite. Net-toi Sport est la chaîne qu'il te faut et qui te donnera toutes les dernières infos et résultats de la planète sport. Donc reste bien connecté pour tout suivre de l'actualité sportive. Mes blagues sont pourries, j'assume. Dans ma tête, ça allait très vite. De retour sur le plateau pour la deuxième partie d'Inside Foot Live. Avant d'avoir donc l'avis de Stéphane et d'Alison, je vais vous remettre la question du jour. Donc la question du jour est: quel club a gagné le Scudetto lors de la saison 2010-2011? La réponse est sur le gagnant sera donné sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux qui s'affichent sur le bordereau en bas de votre écran. Et ce sera ce magnifique t-shirt à gagner que Mourad dédicacera parce que il a fait une bonne blague juste avant la pub. Écoute. Voilà. Tu voulais un peu de... Ou alors Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Stéphane. Mourad très inspiré là, jambon de Parme. Là, ça vole très haut. Le Qatar. Il y a Juan José, le Ramon, le jambon, tout ça. Il y a une audience. J'ai pas osé faire jambon de beurre. Mais jambon de Parme, très bien, très solide. Dis-nous, Stéphane. Parme, mais grand club italien. Hein. C'est vrai que on a grandi avec ce grand club de Parme qui est un peu mythique du championnat d'Italie, par lesquels sont passés les plus grands, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro,
Patrick Mboma, Gabriel Batistuta, donc c'est un très grand club. Lilian Lilian Thuram, d'ailleurs, voilà, aussi. faut pas l'oublier. Voilà, donc je vais même reprendre Sébastien Véron aussi. Mais non, voilà, mais en tout cas, moi, je suis content que quelqu'un s'intéresse à ce club-là, qu'il soit racheté et qu'on y ramène du prestige, de l'énergie, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu triste de voir des clubs qui ont été si haut dans la hiérarchie footballistique et qui disparaissent si vite dans l'inconnu. Donc voilà, après, d'expérience, quand on voit les rachats, on a vu certains annoncer des rachats, tenter des rachats, il faut d'abord être sûr que ça se fasse et après on verra, parce que entre ceux qui annoncent et ceux qui font, il y a toujours une petite marche à franchir. On voit beaucoup le point de vue économique, Alisson, mais est-ce que, justement, en voyant cette année la Serie A qui retrouve un peu de ses couleurs avec quelques équipes du top qui viennent un peu concurrencer la Juventus, est-ce que aller chercher Parme, essayer de créer un projet, c'est pas une bonne idée? C'est toujours une bonne idée, hein. Si encore une fois on ramène un vrai projet sportif solide derrière un rachat d'une équipe, ce qui ces derniers temps n'est pas toujours le cas, et on sait que les rachats par les Qataris, les Chinois et les Américains, le premier but c'est pas vraiment l'aspect sportif. Mais si on part vraiment d'un aspect sportif, bien sûr, on a une Serie A cette année qui est bien plus élevée que l'année dernière. On a l'AC Milan qui, après le confinement, revient d'une manière tonitruante. On a l'Atalanta, grosse surprise. On a l'Inter aussi qui nous fait une super saison. Donc un club de plus en Serie A serait vraiment le bienvenu. Mais au-delà de ça, cette transition ou ce potentiel rachat, on a peut-être l'impression que ça prend un nouveau tournant, ou du moins que ça se fait d'une manière un peu plus douce. Mourad l'a évoqué, ils vont racheter potentiellement, donc ils pourraient, je vais par le conditionnel, racheter Parme, mais cette transition sera plus douce dans la mesure où l'équipe en place serait là jusqu'à les 5 prochaines années, c'est ça. Exactement. Dans les 5 prochaines années, l'équipe en place ne bougera pas et se fera une transition un peu plus douce que dans les clubs qu'on a vus. À Paris Saint-Germain, ça a été très radical, on l'a vu à Manchester City, ça a été très radical aussi. Donc peut-être que là, d'un point de vue rachat, on est peut-être, je suis très optimiste, vers un nouveau tournant un peu plus doux. Je vois des têtes qui sont Ah, hochées. Non, moi, ce qui me procès. surprend, en fait, c'est bien sur le papier, oui, les 5 premières années, ça va pas changer. Non. Et quand tu arrives et tu mets des centaines de millions sur la table, il faut que ça bouge tout de suite. Si t'as pas des titres derrière, si tu es en Champions League l'année d'après, bah, tu vires tout le monde. Tu vires tout le monde et tu mets tes hommes et... C'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si vous êtes là, conscient. Pour la presse, c'est bien. Hein, on nous dit, ouais, doucement, on va aller doucement, ne vous inquiétez pas, ils vont rester, on a le temps. On n'a jamais le temps. En tout cas, quand tu amènes 65 Moi, je suis pas millions d'accord. et tu amènes 100 millions pour faire des investissements avec des joueurs, non, t'as pas le temps. Il faut que ça aille assez rapidement. Je suis Mais pas bon, c'est d'accord. une autre histoire, ça, par contre. C'est Mourad, une autre histoire. Moi, je suis pas. T'es pas d'accord, du Je coup? suis pas d'accord, je pense qu'il faut prendre le temps avec Parme justement, puisque il y a pas si longtemps que ça, ils étaient en série D. Donc on vient de très très loin, ils ont connu une descente aux enfers. Stéphane l'a dit, dans les années 90, ça faisait partie des top 10 des clubs européens, ils avaient même la meilleure charnière centrale du monde, Lilian Thuram, Cannavaro, ils se retrouvent en série D. Donc je pense qu'il faut prendre le temps, c'est un club à reconstruire. Quand tu investis, tu te projettes sur le long terme, on y va étape par étape. Donc je pense que c'est dans l'intérêt du club aussi de ces 5 ans-là, de s'inscrire sur la durée et d'évoluer palier par palier. La transition va être faite tout de suite, parce qu'on parlait du club de Parme par le Qatar. Un autre club qatari qui joue ce soir sa finale en Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. Donc, retour sur les terrains en compétition officielle Un club français, hein. pour ces deux équipes. Un club français. C'est un club qatari. Sous-investissement pardon, qatari. excuse-moi. On ne regarde que l'argent aujourd'hui, Un Stéphane. club géré par des Qataris. On avec regarde que Avec l'argent. la plupart des joueurs étrangers. plus de ça Voilà. sur le plateau. Le lapsus qui en dit. Voilà. Oui, Lapsus. ne vous inquiétez pas. Le Georges pas V champion- est un hôtel arabe aussi dans ce cas. On joue pas le championnat du Qatar, hein. On joue le championnat de France. Pardon Stéphane, je t'ai heurté. Là, t'as heurté la sensibilité. Non, plus Je voulais sérieusement, pas dire politique, mais sportive, Stéphane. PSG Saint-Etienne ce soir, finale de Coupe de France, retour à la compétition officielle pour ces deux équipes. La question c'est, est-ce que Paris, bien sûr, je pense, est favori, mais est-ce que on peut s'attendre à une surprise de la part de Saint-Etienne, notamment avec un coach comme Claude Puel qui connaît assez bien le championnat, assez bien ses coupes. Stéphane. Franchement, avec un peu d'humour, absolument pas. Claude Puel est un entraîneur qui arrive toujours dans des clubs où ça commence avec une difficulté, et je pense que c'est un entraîneur bâtisseur. Mais
quand on commence à pas être quelqu'un qui est bâtisseur, c'est parce qu'il a d'abord détruit avant. Et donc, en fait, Claude Puel détruit toujours un peu dès qu'il arrive quelque part. Les joueurs, le staff. Là, c'est, voilà, tu as vu Stéphane Ruffier, Mathieu Debuchy, les anciens, tous ceux qui avaient été mis là par Jean-Louis Gasset. Donc, pour mettre après un nouveau projet autour de Wabil Kazri, qui est un joueur excellent. Maintenant, dans le vestiaire, Stéphane Ruffier, qui est quand même un joueur emblématique, hein, parce qu'après Jérémy Janot, qui est ancien capitaine, c'est lui qui portait un peu le drapeau. Et maintenant, voilà, moi je pense que Saint-Etienne, ils sont au point mort, et que le PSG va faire une bouchée de Saint-Etienne. Voilà. Une bouchée carrément. On va retenir ça. J'ai pas dit une bouchée de jambon. Hein. Non, mais après, pourquoi pas. Morad, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi je suis plutôt d'accord avec Stéphane. J'ai essayé justement pour croire à la victoire de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne. Mentir à toi-même, tu veux dire? Pire que ça. Okay. Pire que ça. Je me suis même rematé des matchs de l'AS Saint-Etienne des années 70. Il y avait l'épopée des Verts là. Il y a Exactement, pas l'épopée des Verts, les grandes percées de Jean-Michel Larquet, bah oui. de Luis Fernandez, etc. Donc j'ai pris un peu de recul aujourd'hui, 24 heures plus tard, et j'y crois pas. Voilà. Même si. C'était pas ce que tu allais dire 24 ans plus tard, on n'était pas très loin. Ouais, exactement. Donc, tout ça, c'était hier. Et mais du coup, j'y crois pas du tout. Après, le scénario de Rennes peut se répéter. D'accord, Rennes a bien gagné face au PSG, et même si c'est, je pense, un niveau au-dessus par rapport à l'AS Saint-Etienne. Mais c'est la magie de la Coupe de France. Hein. Cette expression, elle est peut-être ringarde, mais elle existe. Et voilà, tout est possible. Juan José. Allez, je vais m'émouiller. Il est beaucoup plus simple que Lyon élimine la Juventus que Saint-Etienne élimine le PSG. Ah. Donc là, ça c'est bien. Sincèrement. Ça, on est d'accord là-dessus. D'accord. Sincèrement, je crois d'accord. absolument pas. Effectivement, il y a des précédents, et quand on aime le foot, on aime bien croire que le petit poussé va éliminer le grand méchant PSG. Mais sincèrement, je ne vois pas Nicole Puel ni ses joueurs battre ce PSG qui vient de montrer en 3 matchs amicaux, qui n'étaient pas non plus très compliqués, que c'est une vraie machine de guerre, et que quand ils sont lancés, ils sont capables effectivement de faire des cartons. Alors quand tu mets 4, 5, 6, 7, c'est un club qui arrive pour faire un vrai carton face à Saint-Etienne. J'aurais aimé sortir des arguments en faveur de Claude Puel et dire que peut-être donc là, c'est l'unanimité, là. Saint-Etienne battra C'est rare. sur un malentendu, battra le Paris Saint-Germain sur un malentendu, mais non. Non, malheureusement, là, on a vu sur quelques matchs amicaux, justement, que le PSG se remet tout doucement, la machine se remet tout doucement en route. L'effectif de Saint-Etienne, c'est beaucoup trop juste, hein. Tu parlais de Rennes, mais Rennes, c'est quand même, c'est pas le même effectif, hein. C'est beaucoup plus de talent, beaucoup plus de compétitivité, et c'est beaucoup plus solide quand même. Donc, non. Oui, d'un point de vue classement, ça restait quand même assez proche. Hein. Mais est-ce qu'on peut l'année imaginer dernière. un seul instant, l'effectif plus solide. est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'il soit battu en finale, quand on a une finale juste derrière, quand on a Champions League, alors s'ils sont battus Juan José, vendredi, avec quel état d'esprit ces joueurs du PSG vont arriver en Champions League? T'imagines la pression médiatique, la pression des supporters sur cette équipe? Je suis d'accord, juste avec Juan José, il fait la transition justement. Comment vous voyez l'équipe du Paris Saint-Germain là, appréhender cette finale, parce qu'il y en a 3 qui vont arriver en très peu de temps. Donc là, ça pourrait casser une dynamique si jamais ils étaient amenés à perdre. Stéphane? Bah moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Juan Rosé. C'est vrai que le PSG a construit une équipe avec une vraie dynamique, et on parle maintenant de collectif, d'équipe, de joueurs qui sont à l'extérieur, d'une vraie dynamique d'équipe, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Et c'est vrai que d'un point de vue même, je me mouille, économique, financièrement, le PSG qui s'est tant battu pour retenir Neymar cette saison et qui finalement perd encore une finale face à Saint-Etienne après avoir perdu une dernière contre Rennes, qui va enchaîner face à Lyon, qui a priori est une plus grosse écurie que Saint-Etienne, pour enchaîner ensuite avec des champions. Et voilà, ils ont pas le choix. Ça fait des pour moi, il y a pas de, l'échec n'est pas envisageable pour le Paris Saint-Germain. Vous voyez un PSG plus fort que l'année précédente ou pas? Je trouve que l'équipe est plus complémentaire, moi. Pas peut-être plus fort, parce moi je pense que pendant un perdu quand même Cavani, qui était quand même un buteur patenté. Voilà, même si on a vu dans les matchs amicaux de nouvelles qualités chez Eric Choupo-Moting, mais oui, parce qu'il nous en fait toujours voir des belles et des moins belles. Mais c'est vrai que l'équipe est plus complémentaire derrière, et je pense qu'aussi il y a l'image et le contexte actuel. Je comparais tout à l'heure Saint-Etienne de Claude Puel avec une équipe un peu détruite, un vestiaire détruit. C'est vrai que là j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain est vraiment autour de son capitaine Thiago Silva, dont c'est les adieux. Neymar veut montrer que cette année il a vraiment investi dans le projet du club. Kylian Mbappé a dit qu'il voulait rester l'année prochaine pour marquer l'histoire du club. Voilà, on voit que tout le monde est un peu investi, donc a priori en tout cas ça a l'air plutôt de former un beau puzzle. Mais parler d'une équipe plus forte cette année, quand tu as passé 4 mois sans jouer,
C'est impossible à Ouais, dire. ça a C'est pas de impossible sens. à dire. D'autant plus que les matchs amicaux, c'était des équipes assez faciles quand même. Alors, le premier vrai test, ça sera face à Lyon. Parce que Lyon aura aussi à préparer une qualification en Champions League. Et là, on peut se dire que aussi bien Lyon que le PSG vont tout donner. Et là, on va commencer à voir quelle est la vraie valeur aujourd'hui de cette équipe qui a passé 4 mois sans jouer. Mais plus fort que l'année dernière, je ne crois pas, parce que quand tu as passé 4 mois sans jouer, t'es pas plus fort. Moi, je trouve qu'elle est T'es plus pas fort. Tu complémentaire. peux pas être plus fort. Plus fort, je suis pas d'accord, Ce n'est mais pas plus parce que les complémentaire. joueurs sortent dîner de temps en temps ensemble maintenant. Non, mais je trouve que même qui sont beaucoup le plus recrutement copains et était tout. quand même beaucoup plus. Un joueur comme Kimpembe a pris plus de position. Thiago Silva, Marquinhos, ça fonctionne toujours. Thiago Silva, c'est que c'est bientôt la fin. Neymar a envie de prouver. Kylian veut s'investir un peu plus. Moi, en tout cas, je sens une vraie volonté de l'équipe de faire quelque chose de collectif et de commun. Sauf quand tu as Thiago Silva qui te dit « j'espère sortir par la grande porte ». Apparemment, il a des doutes. Donc en fait, il y a toujours des doutes dans le vestiaire. Il y a toujours des doutes dans ce football. En vestiaire. tout cas, ça sera le moment pour Paris d'engranger de la confiance. C'est le moment fatidique pour engranger de la confiance, parce qu'on sait ce qui leur a fait défaut jusqu'à présent en Ligue des Champions, c'est le mental. Donc c'est maintenant qu'il faut se rassurer, c'est maintenant qu'il faut cadenasser, prouver qu'on est prêt pour cette Ligue des Champions, enfin, qu'on peut aller chercher. Non, mais juste pour finir sur Vas-y, Alisson, Stéphane. à 100% d'accord avec toi, et je pense même que si on prenait l'histoire dans le sens inverse de la chose, c'est-à-dire que si Paris perdait aujourd'hui, et qu'il perdait face à Lyon, ça remettrait même en cause tout le projet qui est mis en place en Bien disant sûr. pourquoi mettre autant de C'est le Exactement. projet Tuchel qui tombe à Donc l'eau. voilà, donc C'est le projet Tuchel. Tuchel aussi On va- il joue on va beaucoup, venir à- il joue beaucoup dans cette période du money On time. va en venir justement à juste une petite parenthèse sur Thomas Tuchel. On sait que André Di Maria sera suspendu pour le match face à l'Atalanta le 12 août. Comment vous voyez Tuchel jouer? Est-ce que il va garder son 1-4-4-2 pour les deux finales de Coupe de France et de la Ligue, et après passer en 4-3-3? Comment vous voyez la chose? Moi, je vois, alors de mon côté, moi, je vois la chose, simplement, en fait, c'est que Sarabia remplace naturellement Di Maria. Il a toujours rempli son Je pense rôle. pas qu'il voudra bétonner au milieu de terrain avec Gay, Paredes, Verratti et Mbappé Non, devant je- avec Neymar et Non. Icardi. Non, je pense pas. Je pense que naturellement, il va donner sa chance à Sarabia. Il l'a démontré à travers les matchs amicaux récemment. Mérite, c'est vrai. Je pense qu'il mérite d'avoir sa chance. S'il n'a pas sa chance à ce moment-là, je pense qu'il l'aura jamais. Il se contentera un rôle de remplaçant de luxe. Et est-ce que ça lui conviendra? Ça, je sais pas. Mais je pense qu'il mérite sa chance. Stéphane, un petit mot juste rapide après. Oui. On Non, termine mais avec vos Sarabia avis. pour moi a toute sa place. Il fait partie, comme on dit, des super subs. Et chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Donc, je pense qu'il ne changera rien. Et voilà, pied gauche, côté droit. Enfin, voilà, pour moi, c'est le remplaçant naturel de Di Maria. Et en plus, il est efficace. Et il a toujours le sourire, il râle pas, il fait le job. Même les efforts défensifs, il les fait. Donc, très bon joueur. Ison. Je vais dans le sens de mes camarades, mais maintenant, on connaît Thomas Tuchel. Hein, il fera ce qu'il voudra. Quand il va mettre malheureusement. Marquinhos en 6, il Il va peut- bien il peut détourner tout le monde. nous inventer quelque chose de dernière minute, vouloir bétonner parce que dernière minute il a peur des foudres de l'Atalanta. On verra. J'espère. Le choix le plus logique en tout cas serait de mettre Sarabia à la place de Di Maria. Mais jusqu'à présent, on a fait des choix logiques. Mais Thomas Tuchel en a fait d'autres qui paraissaient logiques pour lui. Il a eu 4 Donc- mois pour réfléchir. Je pense que le confinement, ça On aurait va pu procéder. l'aider. Je pense qu'en fait, termine. il va, avec ces deux finales-là, il va préparer le match face à l'Atalanta. C'est-à-dire, il va commencer avec un 4-3-3, et puis en fonction du match, il va passer au 4-4-2, juste pour voir comment cette transition peut se faire avec ces je suis joueurs. d'accord. Je crois qu'il va avoir aussi en tête ce match de l'Atalanta, et le fait, et donc il va utiliser deux systèmes de jeu. Il va peut-être on a abusé de ces deux systèmes de jeu, mais ça sera toujours en préparation de ce match de l'Atalanta, parce qu'avec l'Atalanta, tu peux pas sortir avec un 4-3-3, parce qu'avec l'attaque d'Atalanta, tu peux te faire exploser en 15 minutes. C'est clair. Donc, pour Atalanta, c'est un 4-4-2, mais sans te dire, Lyon, et sincèrement, Quand tu t'appelles l'Atalanta- si tu joues en 4-4-2, tu vas mettre du temps à marquer. Hein. Tu peux aussi prendre beaucoup de buts. Et quant à l'attaque du Paris Saint-Germain, Ah, mais je pense que ça peut faire très très mal. Ça va vite quand même. Une dernière question avant Ah, Thiago de Silva. lancer la pause et de redonner la question pour le quiz de la semaine. Une question qu'on se pose sur la charnière centrale. Plutôt Marquinhos Kimpembe ou Marquinhos Silva? Marquinhos Silva. Court. Capitaine. Marquinhos Kimpembe. Marquinhos Kimpembe. Kimpembe. 3-1. Tuchel a quand même dit que Thiago Stéphane, Silva serait le capitaine. Donc, Stéphane, ça veut Oui, dire mais qu'on il- sait qu'il sera Il titulaire. sera là Stéphane, pour il a- jouer. il se mais après, démarque. ce qu'on- Donc ça veut dire qu'il sera démarque. titulaire. Tu es un nostalgique, Stéphane. Tu es un nostalgique. Non, juste, le Messieurs, coach a dit que Thiago Silva serait titulaire et mademoiselle, qu'il serait s'il capitaine. vous Donc, plaît. il n'y a pas de On débat. va lancer juste avant la pause la question pour le quiz de la semaine. Donc la question,
pour gagner 2 places pour le restaurant de la gare à Lyon. C'est à quand remonte le dernier trophée de l'AS Saint-Etienne en Coupe de France. Donc n'hésitez pas à donner la réponse en commentaire et le gagnant sera donné sur Instagram. Nous on revient juste après cette petite page de pub. Chers téléspectateurs, Kabweb TV est la chaîne qui vous parlera et vous donnera toutes les infos en politique, économie, société et culture. Donc restez bien branchés sur Kabweb TV. De retour sur le plateau d'Inside Foot Live. On parlait juste avant de l'AS Saint-Etienne face au PSG. La transition est toute faite. On parlait de Claude Puel justement avec Stéphane qui disait que c'était un bâtisseur mais qu'avant il cassait un petit peu, Ouais, pour bâtir, un peu faut détruire, hein. un peu tout le monde. Tu as parlé des cas comme Debuchy ou encore Ruffier. Là il y a un autre cadre qui était un peu entre guillemets sur la sellette qui était Wabi Kazri, mais Claude Puel a affirmé qu'il comptait sur lui pour la saison à venir. Est-ce une bonne chose déjà pour l'AS Saint-Etienne? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de Wabi Kazri en tant que joueur? Moi, je dirais très simple, hein, excellent joueur, brillant, efficace devant le but, très bonne technique. Il l'a prouvé tant à Saint-Etienne qu'en sélection. Maintenant, il faut un entraîneur qui lui sache donner la confiance. Et je pense pas qu'avec Claude Puel, il l'est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est moins bon depuis que Claude Puel est arrivé. Mourad. Bon, on apprécie tous, tous les amateurs de Ligue 1 apprécient Wabi Kazri. Je pense que la déclaration récente de Claude Puel concernant Wabi Kazri, c'est plus un effet d'annonce. Il sait qu'il peut compter sur ses fulgurances. Il y a une finale de Coupe de France qui approche. Et je pense qu'il veut l'utiliser et l'optimiser un maximum avant de s'en séparer après la finale de cette Coupe de France, naturellement. C'est quand même une déclaration étonnante, hein, celle des Claude Puel. Vous imaginez un seul instant qu'avant une finale, ils disent non, je veux pas de ce mec-là. Hein? Exactement. Dans la même réponse, il vous dit, il était très bon 18-19, 19-20, il était, allez, pas terrible, hein. Donc non, C'est maladroit. C'est un effet c'est d'annonce, assez je pense que c'est un maladroit. effet d'annonce. Se dire, voilà, je vais te faire confiance, mais quelque part, fais gaffe, je ne sais pas si tu vas continuer avec moi. Ça, c'est la réalité. Mais ça a été quand même assez maladroit par rapport aux réponses. C'est pas le bon timing. Pas du tout. Non, Pas du mais tout. au-delà d'être maladroit, c'est tout de même inquiétant qu'un entraîneur parle comme ça d'un de ses joueurs. Non, je ne veux pas de toi, tu es moyen, tu es bon, on sait pas trop ce que tu vaux. Et finalement, tu restes comment, dans quelles conditions va évoluer et poursuivre le joueur au sein de l'effectif. C'est quand même gravissime pour, en tout cas, la relation coach-joueur, c'est quand même très très déstabilisant. On sait que Wabi Kazri, c'était le fer de lance depuis qu'il est arrivé de l'AS Saint-Etienne. Claude Puel, il arrive aussi, je pense, dans un club où ça a été compliqué pour lui, dans le sens où, avec Jean-Louis Gasset, avec Ghislain Printemps, les joueurs, ils ont été un peu, entre guillemets, maternés. Est-ce que le courant n'arrive pas à passer entre Claude Puel et ses joueurs? Parce qu'on l'a vu, Saint-Etienne connaît une saison très difficile. Ils sont en bas au niveau du classement. Et c'est pas là du tout qu'on attend Saint-Etienne après la saison qu'ils ont faite avant. Comment vous voyez la chose? Est-ce que Claude Puel, c'est le bon choix pour Saint-Etienne? Est-ce que vous le voyez partir? Pouf. Bon choix pour Saint-Etienne, bah là les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On peut dire que non. Et s'il nous fait des boulettes comme ça dans les vestiaires ou ailleurs, des petites déclarations qui ne fuitent pas dans la presse de ce genre-là, forcément c'est compliqué, hein. Mais à Saint-Etienne, est-ce que c'était le bon choix? Bon, maintenant on peut juger un petit peu avec le recul, mais est-ce que je le vois partir? Non, je le vois continuer son aventure Saint-Etienne en tout cas. Moi, je pense qu'il arrivait avec de bonnes intentions, mais j'étais dubitatif dès le départ. Compte tenu que c'était que ce soit un ancien Lyonnais de cœur, donc je me suis dit, il arrive quand même en terrain miné, et j'ai tout de suite compris que ça allait être très très compliqué pour lui. Donc, et là, comme l'a dit Alisson, en témoigne son parcours, on regarde le classement aujourd'hui, à sa décharge, le parcours en Coupe de France, mais pour moi, c'est clairement un bilan négatif pour Claude Puel. Stéphane? C'est vrai qu'au départ, on voit un Lyonnais débarquant à Saint-Etienne compliqué, même si il remporte quand même le derby, hein. Je crois que c'est le premier match qu'il joue, d'ailleurs, en tant qu'entraîneur des Verts. Il s'est fait adopter par le public.
et par l'équipe et par le staff. Mais je pense qu'il y a des problèmes à tous les étages. Hein. Il y avait des problèmes déjà au niveau des PDG, des deux coprésidents, ensuite au niveau de Claude Puel. Après Claude Puel, moi je reviens à ce que je disais, je pense que c'est un bâtisseur. Il hérite d'une équipe qui n'a pas voulu, avec des joueurs qui n'a pas voulu, notamment toute la politique qu'ils avaient de recruter les anciens joueurs. Et lui, il n'en veut pas. Et donc du coup, je pense que la première saison qu'il fait là n'est pas bonne, parce que ces joueurs-là ne sont pas les joueurs qu'il a voulu, mais que dans la tête et dans la réflexion que j'ai avec Claude Puel, on l'a vu dans des parcours présents, notamment à Leicester, quand il est en deuxième ou troisième saison, puisqu'il reconstruit avec maintenant des joueurs qu'il a achetés lui-même, avec des profils qu'il a choisis lui-même, je pense ils vont le maintenir, pour commencer, et deux, il fera une meilleure saison que la première, puisque là, il fait ça pour se débarrasser de tous les joueurs qui ne voulaient pas dès le départ. De toute façon, cette année, c'est assez compliqué de se débarrasser de lui. Ça a été une année compliquée de toute façon pour eux au niveau sportif. Et avec un championnat tronqué, aller chercher un nouveau entraîneur, c'est pas facile. Et de toute façon, il n'a jamais été tendre. C'est pas du tout la première fois que dans les médias il étale des problèmes de vestiaire ou ces problèmes d'état d'âme avec un certain nombre de joueurs. Mais ça, Saint-Étienne le savait. C'est pas méconsensuel. Hein. Il a parfois la verbe trop facile et c'est un problème. Mais quelque part, eux ils le savaient et peut-être qu'ils cherchaient aussi une espèce de contre-coup. Je te dirais, est-ce que tu penses peut-être même pas que Claude Puel, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est calculé? Moi, je pense pas que ce soit des boulettes. Je pense qu'il fait exprès. Non, mais c'est pas des boulettes, mais c'est cette façon de expliquer aux joueurs le message, de dire voilà, moi je veux il utilise les médias, il utilise les conférences de presse, comme pour Stéphane Ruffier, tout ça, pour régler entre guillemets des comptes parfois. Oui. Mais tu sais, il y a deux types d'entraîneurs, ceux qui appellent le joueur et qui vont dans le vestiaire et qui parlent en tête à tête même s'ils sont pas d'accord, et ceux qui de temps en temps vont raconter sur les médias quels sont le problème qu'ils rencontrent. Là, on est d'accord que les dernières déclarations de Puel, c'est qu'il confirme justement le fait que Wabi Kazri reste à la Saint-Étienne. Oui, oui. Même s'il a été médiocre. D'accord, ok. Mais il rajoute, même s'il n'a pas été terrible cette année. Il n'a pas été bon, mais reste avec nous. C'est ça. Merci à vous pour ça, là, pour Saint-Étienne, pour Puel. C'est vrai que c'est une question assez compliquée. Moi, je pense que, même si je donne pas beaucoup mon avis, je pense qu'il va rester. Je pense qu'il est bien fait pour Saint-Étienne. Une petite question avant d'aller du côté du scoop du jour avec le point Mercato. Juste un petit arrêt en Espagne pour parler d'Ousmane Dembélé qui va faire apparemment son retour. Juste une petite question. Est-ce que ça peut être le facteur X pour le Barça, pour la Ligue des Champions? Oui. Juste court. Oui. Alison? Oui, si je peux rajouter une phrase. Une petite phrase. Pour quelqu'un qui a été recruté en 2017 pour remplacer Neymar, c'est la moindre des choses. Monsieur Tiki. Non, parce que c'est un éternel retour. Il me fait penser à Johan Gourcuff. C'est ceux qui sont toujours. Ah non, il me fait penser à Abou Diaby. C'est le rouge, ça. Abou Diaby, c'est pareil. Ah non, c'est le rouge. Mais non, mais je vous laisse finir votre phrase, mais après, il faudra couper. Mon cher ami, joueur de talent, j'aime beaucoup, très virevoltant, mais comme tu disais si bien, on l'a recruté pour remplacer Neymar et finalement, il passe plus de temps avec les docteurs que sur le terrain. Le spécialiste, Liga, Juan José. Il ne sera pas le facteur X. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va se blesser en discothèque l'année d'avant. Voilà. Donc il ne pourra pas être là le jour du match. Ça, c'est la réalité. Je comprends pas comment mes confrères des Mundo Deportivo en Espagne ont pu sortir une en disant voilà le facteur X. Dembélé, il va sauver. Mais il n'a rien sauvé. C'est parce qu'ils veulent de l'espoir. Depuis qu'il est arrivé. Et en plus, il passe plus de temps. Allez. Et à l'infirmerie, il est encore en convalescence. T'es contre Dembélé ou pas? Je suis contre Dembélé. Moi, allez, carton jaune, Alison, c'est la seule femme. Il arrive, on met un petit carton jaune. Attendez, où on est là? Non mais. Allez, vas-y, Alison, exprime-toi. Qu'est-ce que t'en penses? Quand même, bon, je vous l'accorde. C'est un fêtard et tout, mais Dembélé, pas bonne hygiène de vie, etc. Quand il est sur le terrain. Non mais Barcelone, ça pêche en attaque. Il y a le petit Ansu Fati qui fait très bien le travail, mais il est très jeune. Le petit, il a 17 ans. Ousmane Dembélé, c'est quand même un joueur de percussion, un joueur de dribble, un joueur qui apporte quelque chose offensivement. Et ça manque cruellement à cet effectif du FC Barcelone. Il peut faire quelque chose. Il revient, il était blessé toute la saison dernière, la saison d'avant. C'est l'occasion pour lui, s'il ne va pas en discothèque, de venir et de montrer que il peut le faire quelque chose et peut apporter quelque chose surtout à cet effectif du FC Barcelone. Si je peux me permettre, quand même. Comment on peut se poser, vous vous rendez compte que la question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que s'il est sur le terrain, il apporte quelque chose? Parce qu'on aurait presque oublié que le but d'un joueur ou le métier de footballeur, c'est être sur le terrain. Que normalement, tout le monde qui doit jouer dans un club doit être sur le terrain. Mais il est tellement jamais sur le terrain, lui, que ça devient comme un exploit quand il est là. Mais sauf que quand il est là, il apporte quelque
quelque chose. Oui, bah, moi, Et Pas bah, tout c'est le temps, la pas tout le temps. Je pense que c'est même Il a déjà pas le dit- dénigrer, le fait de dire que s'il était sur le terrain, Bah il oui. apporte quelque Non, chose. mais Deux- quand il deux- reste deux- en deux- de jeu, dénigré. on voit la Écoute, différence. José, deux choses. on écoute, Deux choses. s'il vous plaît. La première, il va intégrer l'équipe 4 jours après le match face à Naples. Espérons que Barcelone va éliminer Naples et va se retrouver en quart de finale. Déjà. Espérons-le. C'est pas encore fait, de toute façon. 4 jours après. Et puis, il a quoi? 10 jours pour préparer le match face des quarts de finale? Est-ce qu'il va être prêt? Est-ce qu'il va être décisif? Peut-être à sa première course, il va se casser encore une fois. Il est encore en Mais convalescence. Et puis, une deuxième chose dont on ne parle pas beaucoup non plus depuis quelques semaines, c'est que de toute façon, Barcelone ne croit plus en lui. On est en train de négocier avec Lautaro Martinez pour le faire venir, parce qu'on ne croit plus en lui à Barcelone. Ça, c'est la réalité. Donc, oui, peut-être qu'il va marquer un but. Vous savez, un bon client pour Anelka le est allé à docteur. Madrid, il a coûté un pognon fou, il a marqué 2 buts, mais il a qualifié le Real en finale d'une Champions League. Et ça a coûté 40 millions chaque but marqué par Anelka. Non, Dembélé, c'est un bon Lui, client ça va pour être les ça, il a docteurs. coûté une Ça, au centaine moins, de c'est millions sûr. pour Ah, ça, rien. c'est sûr, ça. Pour les médecins, c'est un bon client. Non, mais au-delà de ça, on parle pas de Dembélé comme titulaire, soyons sérieux 2 minutes, parce qu'effectivement, il y a les pépins physiques, etc., etc. Bien sûr. Mais rentrer en cours de jeu, Ousmane Dembélé peut faire la différence. Il peut Il quand peut même changer faire un la match, il différence. peut On aura changer un de match. Peut-être pas Oui, changer un heureusement. match, mais faire une différence. Non, une je grosse rejoins différence. Alisson et Juan José là-dessus. Non, je suis entièrement d'accord avec eux. J'ai rien à rajouter. C'est juste que je dis, même en tant que remplaçant de Luc, je pense que par rapport aux ambitions du Barça, je pense qu'ils avaient de meilleures ambitions pour Prix. Dembélé qu'à d'être remplaçant de Luxe aujourd'hui avec le Barça. Affaire à suivre du coup pour Ousmane Dembélé. On verra si jamais il sera le facteur X, si jamais il y en a qui ont raison autour de la table ou pas. On verra. En tout cas, là, c'est la dernière rubrique de l'émission, c'est le scoop du jour. Qui dit scoop du jour dit mercato. Lionel Messi, l'éternel Qu'on arrête. joueur du FC Barcelone. On est en train de parler à chaque fois qui va pas renouveler son contrat, qui peut s'engager sans indemnité, etc. Les rumeurs les plus folles sont présentes. Ça parle de tout et n'importe quoi, la Juve, l'Angleterre, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, même si je vous vois déjà souffler? Est-ce qu'un jour, il pourrait partir pour finir sa carrière autre part qu'au Barça? En Argentine, Oui, à Rosario à Central. Rosario, c'est tout. Il l'a déjà dit, d'ailleurs. Bah oui. Oui. Il Et va puis, partir. Je rebondis sur la phrase l'éternel joueur du FC Barcelone. Ben, il fut un temps où, quand un joueur portait une seule tunique, et bon, on en était fiers. Avec des joueurs comme Steven Gerrard. Et moi, je trouve que Messi, malgré ceux qui l'attaquent sur quoi que ce soit de là, il finit un petit de la Liga. Malgré tout le monde dit qu'il a fait une mauvaise saison. Et au-delà de ça, il est pas, rappelons quand même le parcours. Il a eu un handicap, il était à la Masia. Aujourd'hui, il est meilleur joueur de toute l'histoire du club. Voilà, c'est une fierté pour le FC Barcelone. Écoute, Et je pense qu'ils laisseront pas Il a eu partir. des débuts Ouais. difficiles Oui. aussi avec le FC Écoute, Barcelone, bah beaucoup oui. blessés les premières saisons. et puis, c'est vrai qu'il pourrait partir quand il voudra. Techniquement, c'est en 2021, mais il pourrait partir cet été s'il le veut. Mais il y a des élections, donc, l'été prochain, à la présidence du FC, du Barça. Tous les candidats, absolument tous, vont donner ce qu'ils veulent à Messi. Et je ne parle pas d'argent. On lui dit, qui tu veux comme entraîneur, qui tu veux à la direction sportive. Mais tout le monde va lui dire, tu restes. Si c'est moi le président, tu auras tout ce que tu veux. Il va rester encore une saison, et puis on verra effectivement l'année prochaine si c'est Xavi qui vient, ou si c'est Laurent Blanc qui arrive là tout de suite au mois d'août, ou c'est quelqu'un d'autre. Hein. Non, il va pas partir. Je crois pas du tout un seul instant qu'il puisse partir, sauf s'il y a une grosse boulette de la direction. Et puis c'est fâche. Bon, à ce moment-là, vous savez ce qu'on dit. Hein. Son papa apparemment vient d'acheter un appartement à Milan. Donc il y a des gens qui disent son papa a acheté un appartement à Milan, peut-être qu'il va aller à l'Inter. Ah, non, Mais je veux crois pas. faire. Hein. Moi, là où peut-être je le verrais, Lionel Messi, où j'aimerais éventuellement voilà. le voir, parce pas la que même faut chose. quand même un peu faire fantasmer, hein. C'est à Manchester City. Pourquoi pas? Avec son Projet père Man- spirituel. Projet Ouais, Manchester avec City, Monsieur Guardiola. on retrouve Bien sûr. Guardiola, c'est un petit Barça, ça joue dans les pieds, petit jeu en triangle, on a Puis De faire Bruyne jouer derrière, avec Kun Agüero on a, ouais bon, Kun Agüero, on Ouais, sait le qu'il pauvre est aussi. pas... hein. Ou avec Ça Riyad commence à Mahrez. être aussi vieux que Mais, lui. Hein. Oui, mais une complicité naturelle entre Agüero et Messi. Voilà, tant on sait technique que derrière, ça suit le milieu, on a De Bruyne, on a une belle équipe qui pourrait faire tourner le jeu autour de Lionel Messi, Manchester City.
pourquoi pas. Moi, j'ai vu dans la presse algérienne qu'ils rêveraient de jouer avec Riyad Mahrez à Manchester City. Donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Alisson, Manchester City. ce serait pas mal. Dans la presse algérienne. C'est important, c'est C'est important. important. Il a précisé, hein. Tout ça pour dire que, en fait, je pense que ce communiqué de voir éventuellement Messi rejoindre la Juventus, il est dû au fait qu'il y ait des frictions en ce moment avec Sétienne. Et on n'en est pas la première friction de Lionel Messi avec un entraîneur du Barça, quel qu'il soit de toute façon. Donc du coup, je pense que ça n'a pas lieu d'être, c'est juste un effet d'annonce. Et moi, je pense que Messi sera au Barça. Au-delà de ça, c'est pour faire grimper les enchères. Hein. Bien sûr. C'est son dernier ou peut-être avant-dernier contrat avec le FC Barcelone. Qu'on me signe un gros chèque. Et puis voilà. Hein, il faut bien communiquer là-dessus. C'est une question pécuniaire aussi. Hein. Autre info, Sergi Romero qui va s'engager apparemment à Leeds United avec Marcelo Bielsa. Est-ce que c'est un bon choix? Il connaît un peu la première ligue, c'est un Argentin. Oui. C'est la moindre des choses. Moi qui ai regardé le match contre Manchester United-Chelsea, on a vu c'était 3 boulettes quand même où De Gea était directement impacté. Donc on s'est dit, le match d'après, je sais plus c'était face à qui, je pense que c'était face à West Ham, je me suis dit on va quand même voir Romero débarquer et le remplacer pour apporter un peu de crédibilité. En fait non, il est même pas utilisé en coupe. En face, à 60 km, quelques miles de Manchester, on a une ville qui s'appelle Leeds, entraînée par Marcelo Bielsa, qui est argentin comme lui. Je pense que demain, s'il lui propose un contrat, il y va. Il ira à pied, pour Mourad, Juan José. Oui, non, c'est un beau choix. Hein. Entre être remplaçant et avoir l'opportunité de jouer avec un confrère argentin, avec Marcelo Bielsa, tu t'en vas, qui plus est. Forcément. Stéphane? Bah oui, mais de toute façon, bon choix aussi. Hein. Il était remplaçant et même triste de voir qu'il joue même pas les coupes, que ce soit en plus la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, tout ça. Donc, en vrai, il a l'opportunité de jouer. En plus, c'est Leeds, c'est un club qui monte. Leeds est d'ailleurs intéressé a priori par Zlatan et Cavani. Et il joue avec comme entraîneur Marcelo Bielsa, qui est un compatriote, j'allais dire compatriote algérien, mais c'est à cause de... C'est un lapsus révélateur. Ah, mais c'est révélateur. Tout le monde est algérien. Non, mais voilà, c'est parce que les presses algériennes, voilà, mais jouer avec un compatriote comme coach, ça peut être bien aussi. Dernière info, ça concerne Chelsea. Mais cette fois-ci, ça ne concerne pas le secteur offensif, c'est plus le secteur défensif. Jiménez, de l'Atlético de Madrid, serait vers Chelsea pour renforcer justement l'arrière-garde un peu bancal de Frank Lampard. C'est un bon choix, pas un bon choix. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Alors, moi, j'ai vu 2 Jiménez, justement, proches de Chelsea. J'ai vu le Jiménez de l'Atlético Madrid, effectivement, mais aussi le Jiménez actuel de Wolverhampton, qui, selon moi, je pense, est beaucoup plus proche de Chelsea que le Jiménez de l'Atlético Madrid. Ouais. Pourquoi? Parce que Tammy Abraham, je pense que c'est le choix numéro 1. Il n'arrive pas à faire une saison complète, il a beaucoup de blessures. Je pense qu'en tant que second choix, ce serait parfait. Il a 28 ans, il marque une quinzaine de buts par saison, c'est parfait. Et Giroud, on sait très bien que c'est un choix court terme pour Frank Lampard et qu'à terme, il serait amené éventuellement Jiménez à remplacer Giroud sur la durée. Il y a quand même deux choses. C'est que la première, Simeone n'est pas prêt à laisser partir Jiménez, déjà. Il l'a déjà dit, il aimerait le garder dans l'effectif de l'Atlético de Madrid. Voilà, donc il ne veut pas toucher effectivement à sa défense, il veut le garder. 2, il faudrait mettre quand même 120 millions pratiquement sur la table. Et Chelsea n'arrête pas de dépenser. Moi, je commence à penser qu'à un moment donné, il va falloir, l'histoire des fair play financiers, il va falloir regarder de près toutes les dépenses que Chelsea est en train de faire. Hein. Alors, aller payer encore plus d'une centaine de millions pour un défenseur, le fair play financier est mort. J'ai des doutes. Donc, je ne pense pas qu'il termine à Chelsea, sincèrement. Je pense pas non plus qu'il terminera à Chelsea. Hein. C'est un joueur cadre de l'Atlético. C'est un joueur dont Simeone compte énormément, qui fait partie de son effectif type. Après, ça serait un bon coup pour Chelsea, hein, pour renfoncer l'arrière-garde. Mais après, l'histoire, encore une fois, de faire play financier, de mettre des millions sur la table, surtout dans le contexte actuel, j'y crois pas énormément. Stéphane, dernier mot avec toi. Oui, joueur cadre, pareil que Alisson. Je pense qu'il pourra apporter à Chelsea, dont la défense est quand même assez catastrophique. Rudiger, voilà, j'ai même dit, pour moi, c'est vraiment passe-partout, hein, tout est ouvert. Enfin, les relances, Rudiger, Zuma, on est donc, dans le rugby, pas mal, là, mais pas mal, hein. Je pense que l'Atlético Madrid ne voudra pas le laisser partir, mais vous savez, toutes les questions financières, si Chelsea met ce qu'il faut sur la table, l'Atlético voulait pas laisser partir Griezmann aussi au départ, il est parti quand même. Donc, ça dépend de ce qu'on met sur la table. On a payé la clause. Libératoire. Il y a une différence. Ça dépend ce qu'on met sur la table. Tout dépend ce qu'on met sur la table. Elle existe encore en Espagne, la clause libératoire. Merci à vous tous d'avoir suivi Inside Foot Live. On se retrouve lundi pour
une nouvelle émission. Merci Alison, merci Merci. Juan José, Mourad, Merci. Stéphane, il y a Yanis et il y a Nicolas aussi qu'on remercie à la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Et nous, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, lundi pour un nouveau Inside Foot Live. Bonne journée à tous, bon week-end.